j'ai fait Sciences Po. Et puis par après, j'ai fait encore 2 années en sociologie, surtout sur la culture. C'est ce que j'ai comme background. Maintenant, pour fonction, après mes études, j'ai travaillé pendant quelques années pour la solidarité mondiale. Et mes différentes tâches là-bas, c'était plutôt l'accompagnement des syndicats dans le monde, et plus précisément en Amérique latine, que ce soit Guatemala, la République dominicaine et le Cuba. Et après 3 ans dans cette organisation, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler au Parlement comme collaborateur auprès d'un parlementaire ici à Bruxelles qui était monsieur Loris Pochet à l'époque. Allô? Oui, allô, on vous reçoit très très bien, monsieur. Voilà. Donc c'est très très mouvementé parce que j'entends des rentrées. Donc du coup je me dis c'est moi qui suis coupé ou bien voilà. Non, les micros sont coupés et les gens vous écoutent attentivement. Ok, ça va. Voilà, donc et puis brièvement, j'ai eu l'opportunité encore d'accompagner 2 gouvernements ici à Bruxelles. Hein. Donc ça fait plus ou moins maintenant 10 ans que je travaille comme conseiller dans 3 ministères différents. Le premier, c'était le ministère des Travaux publics et des Transports. Puis par après, j'ai rejoint le cabinet des Affaires étrangères. Et actuellement encore, je travaille avec une autre ministre, mais toujours encore des mêmes compétences au niveau des affaires étrangères. Et voilà, tout le volet aussi qui s'occupe, le droit des minorités culturelles dans notre pays. Peut-être le mot notre pays peut être un peu emblématique, dans le sens où je parle aussi de la Belgique comme mon pays, vu que c'est mon pays d'adoption. Ça fait maintenant plus de vingtaine d'années que je vis dans ce pays. Et voilà, ça c'est un peu mon parcours professionnel. Bon, vu que c'est la 3e dynamique en tout cas qui m'invite ici ce soir, ce serait bien aussi de dire depuis où je parle. Je suis président de CDNV à Schaerbeek, donc c'est une des communes, peut-être la 2e plus grande commune de Bruxelles et la 5e plus grande de la Belgique. Je suis président donc de section. C'est bien entendu un parti politique ici, le CDNV. C'est un parti du centre. Et à côté de ça aussi, je suis membre de la coordination de CDNV pour les 19 communes de Bruxelles-Capitale. Donc voilà, donc la région Bruxelles-Capitale. Ça c'est plus ou moins brièvement une présentation. Je ne sais pas maintenant s'il y a d'autres questions. Et bien si vous avez besoin encore d'éclaircissement sur un ou l'autre passage. Mais je pense avoir tout, en tout cas parcouru très brièvement. Ok, merci beaucoup, monsieur Kébé, d'intervenir ou bien de parler de votre parcours. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis à la plénière de la 3e dynamique afin de débattre sur un sujet très pertinent, un sujet qui intéresse tout un chacun, tous les Guinéens actuellement, qui concerne sur la nécessité d'une réforme radicale de notre système d'enseignement pour un développement durable. Parce que nous le savons tous que l'éducation fait partie des développements durables. Donc ici, c'est comme un donner et recevoir. C'est-à-dire, on essaie de vous essayez de nous donner quelque chose et nous essayons de notre part aussi de faire le sens inverse. Donc, avant cela, nous voudrions quand même vous écouter à travers vos expériences du collège au lycée jusqu'à l'université, dans le sens éducatif. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter dans ce débat? Donc, c'est ça, la parole est à vous, M. Kibi. Merci, M. Camara. Merci beaucoup. Ben, voilà, comme quand j'ai eu l'honneur, en tout cas, de vous avoir au téléphone, et tout de suite, quand vous m'avez dit, ben voilà, est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez bien partager avec nous, j'ai pas hésité. Et
l'enseignement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais quand même préciser de l'avant, enfin, en tout cas de passage, je ne suis pas pour autant un spécialiste de l'enseignement. J'ai exercé différentes fonctions dans différents ministères. Jamais je me suis occupé ou en tout cas consacré spécifiquement à l'enseignement. Ceci dit, pendant des 10 années-là, en tout cas travaillant dans différents gouvernements, et puis aussi lors de pendant tout mon cursus, m'a mené à comprendre, quand on parle de développement et surtout de développement durable d'un pays, l'enseignement occupe en tout cas une place prépondérante, un levier important pour assurer ce développement durable. Et ce que je vais dire ici, donc j'ai compris en tout cas, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai compris que je vais faire en tout cas un exposé plus ou moins de 30 minutes maximum. Si je peux encore le réduire, tant mieux, parce que le but quand même c'est de pouvoir échanger. Je pense pas monopoliser en tout cas la parole. Je partirai de mon expérience. Mon but ce soir, j'ai beaucoup hésité si je devrais encore rentrer longuement de l'importance intrinsèque de l'enseignement dans un pays. Mais c'est pas cette option-là que j'ai vraiment finalement choisi de retenir, mais plutôt de partir de l'expérience. Voilà. Moi, je sais pas si je devrais appeler ça la chance ou le malheur. En tout cas, j'ai un peu le regret d'avoir quitté la Guinée un peu plus tôt, parce que j'avais pas encore terminé mes études secondaires quand j'ai quitté la Guinée. J'avais juste le niveau brevet. Et par après, je suis venu continuer mes études, plus ou moins d'activité. De ce fait-là, quand même, j'ai quelques handicaps par rapport au système éducatif guinéen. Mais depuis 2008, je me suis fait une promesse, c'était au moins d'aller en Guinée minimum 2 ou 3 fois par an. Et c'est 2 ou 3 fois par an où je descendais pour observer un peu le terrain, comme on peut le dire un peu dans la recherche ou dans l'observation, pour voir comment ce pays, notre pays, la Guinée, se portait en fait. Et je voulais encore en tout cas m'inscrire dans quelque chose sur les grandes lignes et ça me focaliser sur les partis politiques. Donc mon propos ici aujourd'hui n'est pas de dire tel gouvernement n'a pas travaillé et envoyé des responsabilités aux uns ou aux autres, c'est pas ça mon propos en fait. Donc je partirai d'une observation faite sur le terrain et puis par après, ce qui concerne les responsabilités, on pourra en discuter. Partons d'un constat et puis par après voir quelles conclusions on peut tirer de ce constat-là. Et finalement, une fois qu'on est conscient, qu'on a fait ce constat-là et qu'on est conscient, qu'on dit maintenant, quelle solution faut-il apporter aujourd'hui en fait? Voilà, donc comme je disais, depuis 2008, j'ai commencé à voyager en Guinée. Et l'enseignement reste en tout cas un des domaines qui a beaucoup attiré mon attention. Donc j'ai commencé à visiter quelques écoles primaires, secondaires, le collège, comme on le dit chez nous, le lycée, et puis les universités. Pas seulement à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Ces dernières années, il y a deux choses, disons, il y a quelques aspects qui m'ont beaucoup frappé. J'ai nettement constaté le recul, en tout cas, si ce n'est l'abandon de l'enseignement par les différentes autorités qui se sont succédées en Guinée ces dernières années. Pas d'investissement massif, pas vraiment une remise en question profonde ce qui pourrait être le rôle, ou ce qui devrait même être le rôle
d'un enseignement de qualité pour soutenir en tout cas ce développement dans ce pays. Et j'ai vu quelque chose aussi, certainement qui s'est installé un peu plus haut bien avant 2008, mais je n'ai pu faire le constat qu'à partir de 2008. Et je pense d'ailleurs que ce constat encore est en progression, c'était l'arrivée massive des écoles privées en Guinée. Et souvent, en matière d'économie, on dit quand il y a de concurrence, il y a la qualité aussi qui s'installe en fait. Donc la qualité est aussi vers le haut. Mais malheureusement, c'est pas ce qui a été le constat. Je pense tout observateur sérieux que la privatisation de l'enseignement en Guinée s'est fait au détriment de la qualité en fait. C'est contradictoire. Souvent on dit, ben voilà, on vient, on investit, et à partir du moment qu'on a des produits qui sont plus ou moins similaires, pour pouvoir se différencier, alors il faut jouer sur la qualité. Mais malheureusement, c'est pas ce qui a été le cas en Guinée. C'est-à-dire, nous avons vu les universités privées pousser comme des champignons un peu partout. D'ailleurs, pas seulement des universités, que ce soit dans les études, les écoles maternelles, primaires, secondaires, enfin le lycée et le collège. Partout, nous voyons aujourd'hui que faire de l'argent facilement en Guinée, ou en tout cas un domaine dans lequel on peut investir et tirer tout de suite profit, c'était construire une école. Une école, entre guillemets, ça soit vraiment digne de ce nom, et en si peu de temps, réussir économiquement, mais encore une fois, quelque chose qui se faisait clairement au détriment de la qualité. Et que l'État s'est lavé les mains, sans contrôle rigoureux par rapport aux qualités qu'on peut attendre d'un enseignement, sans suivi et sans responsabilité aux incombes de ces universités ou de ces personnes en tout cas qui investissaient dans l'enseignement. L'État qui n'assumait plus son rôle, les individus qui s'enrichissaient au détriment d'un collectif. Et non seulement ce constat-là, je pouvais le voir dans l'enseignement, mais mon observation ne s'est pas arrêtée là. J'ai commencé à fréquenter aussi un peu les administrations pour voir les peu de jeunes qui terminaient les études et qui avaient la chance de rentrer soit dans la fonction publique ou bien qui partaient travailler et voir si l'école vraiment les formait pour ce métier futur en tout cas. Et là encore, le constat était désastreux. Alors, par rapport à ce constat-là, deux choses. C'est que l'enseignement en tant que tel était devenu un enseignement à deux vitesses. C'est-à-dire que tu pouvais tomber sur des étudiants, quelques étudiants, mais très très bien qualifiés, certainement issus des familles modestes, conscients de la chose et qui ne laissaient pas leur formation seulement dans la main de ce qui était proposé, mais à côté de ça, pouvaient encore bénéficier d'autres formations complémentaires. Donc ceux-là s'en sortaient. Mais la grande partie était à l'abandon et laissait eux-mêmes et qu'ils avaient du mal à se hisser vers le haut, mal qualifiés, peu de chance pour réussir dans leur
avenir professionnel. Alors, peut-être, avant encore d'avancer sur ce qui est pour moi un enseignement, j'aimerais revenir peut-être sur 4 piliers. Et ces 4 piliers, quand on parle aujourd'hui de l'enseignement de qualité, je pense quand on regarde un peu les objectifs de l'UNESCO, des Nations Unies, dans d'autres pays européens où on peut finalement les associer, en tout cas pour dire, ben voilà, je pense plutôt aux pays nordiques, hein, la Norvège, le Danemark, par exemple, que le système, en tout cas, est reconnu mondialement d'être les meilleurs systèmes. Et alors, on retrouve souvent 4 piliers pour avoir un enseignement de qualité. Je vais brièvement reprendre ces 4 piliers-là, et peut-être dans les différentes discussions ou en tout cas échanges qu'on aura tantôt nous permettra de les apprendre. Je sais pas si je suis toujours encore en ligne. Allô? Oui, Allô? Nous vous suivons Oui, très bien. Nous vous suivons bien. très bien, monsieur Kébé. On vous suit très très bien. Voilà, donc je reviens sur ces 4 piliers dont je parlais tantôt. Pour moi, qu'est-ce qui doit être vraiment un enseignement aujourd'hui? Un enseignement de qualité. Pour reprendre brièvement ces 4 piliers, souvent on parle de learn to know, apprendre vraiment à des rôles premiers de l'enseignement, c'est l'apprentissage en fait, hein? Apprendre à connaître. Fournir les outils cognitifs nécessaires pour mieux comprendre le monde et ses complexités, pour fournir une base appropriée et adéquate pour l'apprentissage futur. Et ce premier pilier, il est important. Alors, tantôt dans les détails, on pourra voir est-ce qu'aujourd'hui, l'enseignement guinéen, quand on le reprend depuis, je ne vais pas m'arrêter ici sur 2008, mais sur base de notes que j'ai pu avoir, hein, dont j'ai pu me procurer, est-ce que les 30 années passées, l'enseignement guinéen a pu vraiment offrir cette connaissance, celle que je viens de le citer dans ce premier pilier. Enfin, en tout cas, un deuxième pilier qui revient aussi très très fort, c'est learn to do, apprendre à faire. Et ce deuxième pilier il est très très important dans le cas guinéen. Je vais le citer un peu. Souvent, quand on parle de la Guinée, on ne parle pas des Guinéens. On parle de la richesse de la Guinée. Ce que la Guinée a comme richesse, et sans parler souvent de la population. On a des matières premières, des chutes d'eau qui peuvent facilement nous fournir de l'électricité, les mines, et je pense d'ailleurs le gouvernement actuel en a fait son cheval de bataille, le code minier, sans l'avoir lu, je pense aujourd'hui en tout cas il est connu par tous les Guinéens, mais est-ce que l'enseignement aujourd'hui, apprendre à faire, fournir des compétences qui permettraient aux individus de participer efficacement à l'économie et à la société mondiale, est-ce que est-ce que vraiment ce deuxième pilier aujourd'hui, nous le retrouvons encore dans notre système éducatif? Je pense que non. Le troisième, qui me semble aussi très fondamental quand on parle de la Guinée, c'est learn to be, apprendre à être. Quel type de société voulons-nous
aujourd'hui en Guinée? Quel type d'enseignement voulons-nous aujourd'hui en Guinée? Quelle génération voulons-nous du bruit. en Guinée? J'entends aussi beaucoup de bruit, c'est pas toujours pratique, mais j'espère qu'au moins que je reste encore compréhensible et qu'on m'entend. Oui, oui, monsieur Kébé, on vous écoute, on vous écoute. Voilà, merci. Et peut-être le dernier, pour aller vite, le vivre ensemble. Learning to be together, to live together, le vivre ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, l'enseignement joue son rôle pour promouvoir le vivre ensemble aujourd'hui en Guinée? Je pense que non. Si c'était le cas, on n'allait pas prévoir partout les différentes, en tout cas un ministère qui, à un moment donné, devrait s'occuper de cette problématique. Je pense que c'est pas quelque chose qui se décrète, le vivre ensemble. Nous devons l'intégrer, en tout cas, dans notre système éducatif, c'est mon avis. Ça nous permettrait, en tout cas, de ne pas s'aventurer dans les faux débats. Et jusqu'à présent d'ailleurs, toutes les tentatives dans ce sens-là n'ont pas abouti. On n'a pas vu de résultat jusqu'à présent. Donc, enfin, une vraie politique de pouvoir encore vraiment de donner une place pour le vivre ensemble dans notre système éducatif. Voilà aujourd'hui les 4 piliers pour moi. Je les reprends. Et c'est encore des critères internationaux. Si aujourd'hui nous testons notre système éducatif et se dit est-ce qu'on répond aujourd'hui à ces 4 piliers-là? Malheureusement non. Est-ce que le gouvernement se porte aujourd'hui comme garant pour que les 4 piliers-là soient retrouvés dedans, dans notre système éducatif? Non. Alors, si je parle de réforme radicale, la nécessité en tout cas de cette réforme radicale, aujourd'hui le système guinéen, l'État doit se regarder en face et voir quel est le rôle qu'il peut jouer. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui imposer sur ces initiatives privées? Si l'État n'a pas les moyens, en tout cas, d'avoir des infrastructures pour trouver de la place pour tous les enfants guinéens, s'il faut travailler en partenariat public-privé, je n'ai rien contre, à partir du moment, évidemment, que ça ne se fait pas, au détriment de la qualité, encore une fois. Le rôle des enseignants dans cette réforme. Alors ça, voilà aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué en Guinée. Aujourd'hui, enseigner en Guinée ne fait plus l'honneur. Non. Le rôle de l'enseignant est passé au second plan. Tous les pays que j'ai connus, ou en tout cas du peu quand je me suis intéressé à ce sujet-là, on a tendance à envoyer les meilleurs dans l'enseignement. C'est-à-dire, ceux qui sont mieux formés, on les envoie dans l'enseignement. Et malheureusement, dans notre pays aujourd'hui, c'est le contraire. Et là, je ne veux pas non plus mettre tout le monde dans le même ensemble. C'est pas ça. Mais c'est très difficile aujourd'hui d'être enseignant en Guinée et gagner sa vie.
C'est quasi impossible. Quasi impossible. Je parle pas de la direction. Je parle ici des gens qui se mouillent, qui sont devant nos frères, nos jeunes, nos enfants, pour les accompagner. Et ceux-là aujourd'hui, malheureusement, ne peuvent pas vivre dignement du fruit de leur travail. Ce qui est très très dommage. Donc du coup, le métier d'enseignant est passé au second plan. Et pour enseigner, il faut être motivé. Quand la motivation n'est pas là, vous comprenez très bien que cela aggrave la qualité profondément. Donc, la valorisation aujourd'hui du rôle de l'enseignant est primordiale si on veut réformer l'enseignement. Ça, peut-être tantôt dans les discussions, je pourrais rentrer dans les détails, hein. Mais je reprends encore l'enseignement professionnel. Et je regarde un peu l'artisanal guinéen aujourd'hui. Je prends par exemple la menuiserie. À mon avis, depuis la nuit des temps, la façon dont les portes, les lits étaient fabriqués en Guinée, on procède encore toujours de la même façon. Donc, les écoles professionnelles ont du mal encore à se professionnaliser et à vraiment améliorer le quotidien des Guinéens, pas du tout. Totalement absent. L'enseignement en alternance, totalement inaccompagné. Quand je prends l'enseignement d'université, ou en tout cas, dans nos différentes universités, le rôle de nos différents ingénieurs qui sortent de ces universités-là aujourd'hui, quelles sont leurs plus-values sur la société guinéenne? On n'en voit pas. Aujourd'hui, plus ou moins, il y a l'éducation qui est en train de s'uniformiser, en tout cas sur le plan international. Quelque chose qui est totalement absent en Guinée, et je pense ici à quelque chose qu'on peut e-learning, donc tout ce qui est aujourd'hui l'enseignement à travers l'Internet. Ou quand on n'a pas les moyens de se déplacer, et j'ai vu ça par exemple dans un pays, le Ghana, au Sénégal, c'est en train aujourd'hui de se mettre en place. Les étudiants depuis ces pays-là peuvent assister aujourd'hui à certains cours dispensés depuis Canada, depuis la France, depuis quel autre pays encore, depuis l'Angleterre pour le cas du Ghana. Voilà. Donc c'est embêtant parce que... Allô? Oui, alors, vous suivez très bien, monsieur Kébé. Voilà. Et un autre système aussi, la solidarité mondiale. Donc un modèle un peu basé sur ce qu'on connaît ici, qui est très développé aussi. Maintenant, c'est en Europe, qu'on appelle le modèle Erasmus. Et bon, c'est un peu aujourd'hui, dans le cas de la Guinée, camouflé dans ce qu'on appelle les étudiants boursiers. À mon avis, qui peut être encore mieux renforcé et bien ciblé pour voir vraiment, s'ils n'ont pas les moyens de tout financer, il faut dégager des priorités. Et se concentrer sur ces priorités-là. Mais encore une fois,
il faut avoir une vision claire et nette derrière ces priorités pour dire nous devons voir les retombées. Nous devons voir notre système se transformer. Nous devons voir notre société se transformer, aller de l'avant, tirer la collectivité vers le haut. Je fais ici aujourd'hui, et pour moi c'est encore une provocation, de ne pas parler, de dire, bah voilà, la Guinée est riche, on a besoin de ça, on a ça, on a ça. Non, je pars sur le principe qu'aujourd'hui, la Guinée est pauvre. Oui, la Guinée est pauvre. À travers son système éducatif, parce qu'aujourd'hui, ce système éducatif, malheureusement, est mal financé et nous n'avons pas conscience à cela. Et peut-être, brièvement, je vais faire quelques comparaisons, même si on dit la comparaison ne fait pas la raison, mais au moins pour donner une idée. Je prends un pays aujourd'hui qui est la Belgique. Pourquoi je prends la Belgique? La Belgique, c'est plus ou moins 10 à 11 millions d'habitants, grosso modo 11 millions d'habitants. La Guinée, plus ou moins, si les chiffres sont corrects, les informations que j'ai à ma disposition sont correctes, on parle de 12 millions d'habitants, donc qui est plus ou moins égal à la Belgique. Vous savez, en Belgique, c'est un État fédéral. Donc, vous avez un système francophone et un système néerlandophone. Et je vais reprendre un peu, dans ma comparaison, le système néerlandophone. Et le système néerlandophone, en fait, le côté néerlandophone, c'est plus ou moins 6 millions d'habitants. Et ça, vous connaissez, il faut garder aussi à l'esprit que la Belgique, voilà. On a connu en Belgique aussi ce qu'on appelle le boom démographique juste après la Deuxième Guerre mondiale, ou en tout cas la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous avons une population vieillissante. Et quand je prends le cas de la Guinée, c'est tout le contraire en fait. Donc c'est plutôt une population très très jeune, c'est-à-dire sur l'ensemble du continent. Donc permettez-moi de comparer. Donc plus ou moins la Belgique, les 6 millions d'habitants, et quand je prends aujourd'hui le financement de son système éducatif, donc ici encore une fois de plus, on n'a pas de matière première dans ce pays, hein. On n'a pas. C'est une économie basée sur une Ibrahima, est-ce que vous pouvez faire votre micro? Ibrahima de Guinée. Voilà. Donc, pas de matière première. Le financement, écoutez-moi bien, peut-être ce chiffre-là peut vous intéresser. Quand vous prenez le budget total des Nations Unies, donc les Nations Unies, une organisation peut-être une des plus grandes en tout cas, au niveau sur cette terre, quand vous prenez son budget annuel, avec tout son programme confondu, l'aide au développement, l'UNESCO, l'accompagnement, voilà, vous prenez son budget annuel est quasiment, je dis quasiment, égal à ce qu'une partie de la Belgique, donc la Flandre, consacre à son système éducatif annuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi une région comme la Flandre investit autant d'argent dans son système éducatif? C'est justement parce que il n'y a aucun doute là-dessus que pour parler de développement et de développement durable, pour maintenir un niveau de vie tel que ce pays, cette région, qui reste en tout cas une des régions les plus riches en tout cas de l'Europe, parce que tout simplement nous sommes conscients
Et l'enseignement occupe encore une fois une place prépondérante pour garder un tel niveau de développement. Et la Guinée reste aujourd'hui un secteur, l'enseignement en Guinée aujourd'hui, comme je l'ai dit, déjà, l'État n'a pas abandonné, l'État va donner quand même un peu, disons ça, de façon parler, laisser faire aux initiatives privées d'occuper ce terrain-là. Et encore, je répète, jamais je le dirai assez, qui s'est fait au détriment de la qualité. Voilà aujourd'hui. Et qu'est-ce que je préconise aujourd'hui comme solution en Guinée? Dans votre introduction, pas seulement sur mes propos à moi, mais dans votre introduction, vous l'avez dit, ce que je viens en tout cas d'expliquer ou en tout cas d'étaler brièvement, nous sommes conscients tous qu'il faut réformer l'enseignement. Et j'ai eu l'occasion une fois d'assister à 2 semaines de séminaire au Danemark en 2006 quand ils voulaient réformer leur système éducatif. Et quelque chose qui m'avait frappé, à l'époque j'étais collaborateur au Parlement flamand ici à Bruxelles. Quelque chose qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'est que une des méthodes qu'ils ont en tout cas mis en place, qui m'a beaucoup impressionné, c'était de partir sur un constat, de dire, bah voilà, nous avons besoin d'une réforme. Ça ne peut plus continuer. Et pour réformer notre système, il faut associer toute la classe politique, la société civile, les syndicats. Une fois que la réforme elle est approuvée, nous allons l'analyser et la mettre dans quelque chose qu'ils ont appelé dans leur système là-bas, qu'on appelle une loi spéciale. Peut-être brièvement, c'était quoi cette loi spéciale? Une loi spéciale, dans la définition en tout cas du Danemark, c'était elle est tellement nécessaire pour notre pays. C'est pas du gouvernement au gouvernement qu'on va s'amuser à les décortiquer ou le modifier ou le changer, non. Il fallait une loi spéciale. Parce qu'ils ont un bicaméral. Il fallait une loi spéciale si on voulait encore changer. Puisque une virgule de cette réforme-là. Donc c'est pas de gouvernement au gouvernement qu'on pouvait décortiquer encore une fois, mais non. Et c'était quelque chose qu'on avait mis en place et qui devrait tenir pendant 25 ans. Et si une modification était nécessaire, il fallait au moins 2/3 de l'Assemblée et encore un débat profond dans la société avant d'entamer quoi que ce soit comme modification ou changement de cette réforme. Et voilà aujourd'hui ce que je pense aussi qui peut être vraiment un exemple pour le cas de la Guinée. Je ne veux plus, l'enseignement est tellement important en Guinée qu'il faudrait que ça traverse un peu différents gouvernements qui sont déjà passés mais qui pourront encore venir, que nous nous mettons tous d'accord. Les gouvernements qui sont en place, que ce soit maintenant ce gouvernement, ou en tout cas un gouvernement à venir, l'opposition de maintenant ou l'opposition dans le futur, la société civile, une discussion profonde, démocratique, puisse voir jour
en Guinée, pas seulement à des ramassettes comme ça, on prend tel, parce qu'il y a une grève, on va essayer de donner quelque chose aux syndicats pour les satisfaire. Non, non, non. C'est pas ça. La question, elle doit être profondément réfléchie par rapport aux objectifs qu'on se donne. Et je pense, pour ma part, ces objectifs doivent s'inscrire sur de très très long terme. Ils doivent être vraiment discutés à tous les niveaux, mais à tous les niveaux. Et pas seulement un seul gouvernement qui serait à la commande à un moment précis de l'histoire, non. Et quand les résultats sont obtenus, et comme je l'ai dit, faire de telle sorte que ces résultats soient bétonnés. Je ne dirais pas le mettre sur le même pied d'égalité que la Constitution, mais en tout cas qu'elle soit différente des lois ordinaires. Avec une simple majorité dans le Parlement, qu'on puisse la modifier parce que elle convient pas à un président qui veut jouer au solo, à un ou l'autre ministre qui serait tenté d'apporter ses marques, mais non. Que cela soit vraiment le fruit d'une longue discussion, de vraiment un processus démocratique, et que une majorité spéciale se requise pour, si jamais une modification doit avoir lieu, et qu'on exige en tout cas une majorité spéciale. Ça, je ne me prononce pas de ce qui peut être cette majorité sociale, mais comme je l'ai dit, je ne connais pas très très bien les institutions guinéennes et les à ce niveau-là, mais je pense que l'idée quand même qui est derrière, c'est en tout cas mettre quelque chose en place, hein, et que, voilà, pas un ministre ou en tout cas un président qui peut dire, bah voilà, moi ça me convient pas et je vais essayer de le décortiquer, je vais essayer de le modifier à ma façon, à ma guise. Non, non. Et voilà, aujourd'hui, ce que je propose en tout cas, c'est un débat, c'est un début, et pour pouvoir en tout cas mener ça bien, je préconise en tout cas qu'on associe l'opposition, la majorité et la société civile à ce débat. Et peut-être pour terminer, je suis, vous m'excuserez, pessimiste aujourd'hui pour notre pessimiste sur ce volet précis. Nous avons fait tant de mal à la Guinée. Chaque année. C'est un crève-cœur de voir venir sur le marché d'emploi de nombreux jeunes garçons et filles sans qualification nécessaire pour pouvoir faire face aux défis qui nous attendent, aux défis réels dont la Guinée attend tant de ses enfants. Une fois j'ai été interviewé, je me suis dit, nous avons sacrifié toute une génération, et voire même plusieurs générations. Je peux jouer ici, je serais tenté, je pourrais être tenté en tout cas, de jouer au fanfaron ce soir et de dire, oui, ceci va bien, je sais, bon, il y a encore mieux d'organiser ça, d'améliorer cela.
Donc, messieurs et madame, la situation est grave. La situation est grave. Nous sommes en train de nous faire distancier par les pays limitrophes, par les pays envoisinants, et encore, sans parler des pays à des années et à des années de lumière d'avance sur nous. Donc, j'appelle une prise de conscience. Ceux qui sont à la commande aujourd'hui, ceux qui prétendent en tout cas être en tout cas ceux qui envisagent prendre la commande demain, de dire, au lieu de parler de la Guinée, au lieu d'investir encore massivement dans nos matières premières, investissons dans un domaine qui pourrait vraiment accompagner un développement et que cela soit un développement durable. Reformons notre système d'enseignement, reformons ce système d'enseignement en profondeur pour pouvoir accompagner les Guinéens. La Guinée souffre, elle a souffert, elle souffre aujourd'hui et j'espère que nous sommes tous conscients que cette souffrance ne peut plus perdurer, ne peut plus et ne doit en tout cas. Ça doit être un combat de tout un chacun de nous, de dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Trop c'est trop, trop c'est trop. Merci, je vais me limiter là et j'espère que ceux qui souhaiteraient rentrer dans la technicité, certains éléments que j'ai avancés dans mon intervention, je suis à votre disposition et je reste à votre écoute. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kébé, de votre brillante intervention. Donc, les membres et sympathisants de la troisième dynamique, vous avez tous écouté la conférence de Monsieur Kébé. Donc, si chacun d'entre vous a une question ou deux questions par rapport à cette conférence, Monsieur Kébé, il est entièrement à votre disposition